Dans le podcast cette semaine, on va pelleter des nuages en parlant de comment nous concevons des règles dans les jeux et en se demandant ce qu'est le thème d'un jeu. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour pelleter des nuages en compagnie de Christian Lemay. Salut Christian. Bonjour Paul Gara, comment vas-tu? Très bien, il fait super beau ici en France, je ne sais pas, c'est notre point météo. C'est magnifique ici à Montréal. On va avoir une journée, je pense, en haut de 20. Et surtout, les Canadiens sont en demi-finale à la Coupe Stanley. Premier match d'une série 4-7 contre les Hurricanes de la Caroline et une victoire convaincante de 6-2 hier contre cette équipe, les Hurricanes, qui avaient gagné leurs 2 premières séries éliminatoires en 4 matchs seulement, le minimum. Donc vraiment, on vient de scorer en un seul match plus de buts que chacune des autres équipes en avait scoré en 4, ce qui est extraordinaire. Et on a la participation d'Alexandre Texier, un joueur qui vient de France. C'est pas souvent, mais c'est un de nos bons joueurs cette année aux Canadiens. Donc, vive la France, vive le Québec et vive les Canadiens. Go Habs, go! Je me suis dit que tu allais me dire vive le Québec libre. Alors, après le point météo, maintenant on en est au point sportif. Moi, je te propose qu'on monte une radio généraliste, hein, parce que si tu veux, on peut faire le point circulation aussi. Tu vois, parce que... Alors, c'est bloqué sur la 40. Vous savez tout ce que vous avez à savoir. Nous, en France, ici, nous sommes le vendredi d'un week-end de 3 jours. Donc, autant te dire qu'il y aura des ralentissements à prévoir sur la 6 au péage de Saint-André. Non, je ne sais plus comment il s'appelle. Bref, nous, il fait 30 degrés ce week-end. Ah oui, quand même. C'est le moment de ressortir les maillots de bain et les cocktails de piscine et tout. On va pouvoir boire des spritz dans les transats et tout, ça va être cool. Ou se rouler dans l'herbe avec Manaya. Voilà, ça c'est au choix. Hey, dis-moi, Paul Gara, et si nous parlions de jeux? Oui, et c'est toi qui vas commencer parce qu'on va pelleter des nuages. Pour rapidement, pelleter des nuages, c'est parler de jeux d'une façon avec un peu d'autodérision, mais de façon comme si on était des intellectuels, des universitaires. Comme si nous en étions. Mais, ouais. Bon, allez, hop, on a expédié tout ça parce qu'on est en retard. On est en retard sur l'enregistrement. Disons-le. Voilà. Allez, go, 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 go. Belance, chronique 17, censure et rédaction de règles. Paul Gara, j'aime à dire que j'ai pris un cours de censure. Ça produit toujours son petit effet. À l'automne 2000, alors que j'entamais ma 3e et dernière année de baccalauréat en études françaises, j'ai eu la chance de suivre un cours portant sur l'histoire de la censure littéraire au Québec, donné par Pierre Hébert, un spécialiste en la matière. Vous auriez raison de mentionner que le sujet semble quelque peu lointain de l'analyse et l'interprétation du corpus littéraire, mais il faut savoir que l'Université de Sherbrooke, où j'étudiais, avait décidé il y a bien longtemps de tirer son épingle du jeu, parce qu'aujourd'hui, les universités sont des entreprises qui doivent se faire concurrence, ils doivent faire de la pub. Et donc, l'Université de Sherbrooke voulait tirer son épingle du jeu en mettant l'accent sur l'étude de l'institution littéraire, sa dimension sociologique, ses acteurs, plutôt que sur l'analyse des œuvres. Lors du tout premier cours de la session, M. Hébert m'a enseigné une des leçons les plus importantes de ma vie intellectuelle et il la tenait lui-même de Roland Barthes. Je ne sais pas si tu connais Roland Barthes. Si. La vraie censure ne consiste pas à interdire de dire, mais à obliger de dire. Nous sommes nombreux à n'envisager la censure que dans ses interdictions. De l'index librorum prohibitorum, la liste des livres prohibés par l'Église, au titre que de plus en plus d'écoles secondaires interdisent parce qu'elles abordent des questions comme l'inceste, l'avortement, l'Holocauste, la sorcellerie. Oui, Harry Potter est censuré dans certaines écoles canadiennes, du côté anglophone. Les drogues, alors que pour la transphobie de J.K. Rowling, ça, tout le monde s'en fout, manifestement. Oui, mais bon, ça parle de sorcellerie, donc il faut l'interdire. On interdit aussi des livres parce qu'ils parlent de drogue, ça parle d'homosexualité, ou encore parce que certaines représentations ont mal vieilli. Ben oui, toujours au Canada, à certains endroits, on a brûlé des Astérix. Okay. Donc, tous des sujets qu'il faudrait vraiment jamais aborder. Donc, on peut penser aussi, on parle de censure, à des conférences annulées, des pièces de théâtre, des vidéoclips interdits de diffusion, ou alors diffusés dans certains pays, en dehors de certaines heures. Pensons à They Don't Care About Us de Michael Jackson, pour ne citer que lui.
Mais cette censure institutive, comme la nomme Barthes, n'est en fait que la pointe de l'iceberg. Pierre Hébert, lui, il lui donne le nom de censure proscriptive, comme lorsque vous allez chez votre médecin et qu'il vous proscrit l'alcool et le tabac. Donc, cette censure-là, c'est juste la partie visible. Il y en a beaucoup plus sous la surface. Parce que la vraie censure, elle est constitutive, selon le terme de Barthes, ou prescriptive, selon Hébert. Comme lorsque votre médecin vous force, vous oblige à prendre des médicaments ou à faire du sport. La censure constitutive permet peut-être à la société d'exister. Ce sont les lois non écrites qui nous régularisent. Les bonnes mœurs, ça ne se fait pas. Elle a cet air de naturel. Poussée à bout, la censure constitutive prescriptive, c'est la même, là, qui oblige, elle n'a plus besoin de censure institutive proscriptive, celle qui interdit. Par exemple, dans le roman 1984, une utopie négative ou une dystopie, il n'y a plus rien d'illégal. On n'a plus besoin de la loi, parce qu'il y a une censure qui précède la loi. Vous connaissez peut-être le concept de novlangue, limiter la pensée critique en éliminant les mots qui la permettent. Quand la novlangue ou le néo-parlé, pour reprendre la traduction de 2018, quand le néo-parlé aura remplacé l'ancien parlé, on n'aura plus besoin d'interdire quoi que ce soit parce que le langage n'aura plus les moyens d'articuler une pensée critique. Quand une institution comme l'Église au Québec, au début du 20e siècle, contrôle les concours littéraires, tient les principaux éditeurs et les journaux par les ovaires, où on n'a plus besoin d'interdire certains sujets ou certaines positions idéologiques parce qu'on a dicté en amont ce dont vous alliez parler. Si vous vouliez avoir une vie littéraire à l'époque, il fallait glorifier le travail de la terre, la vie en campagne, évidemment plus saine que celle en ville. Il fallait glorifier la langue française, la famille et bien sûr la religion catholique. En dehors de cette idéologie, ça devenait très, très difficile de se trouver un éditeur, même un imprimeur. Vous pouviez perdre votre emploi si vous coopériez à la diffusion d'un mauvais livre. Et par conséquent, les écrivaines allaient se censurer d'elles-mêmes en amont. Et pour une institution de pouvoir, que ce soit une religion ou un gouvernement, c'est infiniment plus puissant d'établir une censure prescriptive. C'est infiniment plus facile pour le citoyen de retenir les 3 choses permises que les 18 choses interdites. C'est aussi plus simple pour le légiste, c'est plus simple pour le policier. C'est plus léger à vivre aussi. On n'a pas l'impression que notre liberté est brimée parce que rien n'est interdit. Oui, mais là, Christian, nous écoutons un podcast de jeux de société, pas un podcast de sociologie. C'est une excellente remarque, je vous entends, et j'y arrive justement. Je ne peux me sortir de la tête l'idée suivante. Les jeux à l'allemande fonctionnent sur un principe de censure constitutive, une censure prescriptive. Et c'est grâce à cette façon de décrire leur monde interne qu'il est plus facile d'en apprendre les règles, que ces jeux sont plus simples. Et là, attention, je ne parle pas de représentation du réel. Ça, c'est un autre sujet. Je ne suis pas en train de dire que les Allemands ont une représentation du monde radicalement différente des Américains ou de n'importe qui d'autre. Mais je ne dis pas le contraire non plus, je n'en dis rien en fait parce que je vous confesse ma totale ignorance à ce sujet. Je vous parle de la façon de décrire un monde. Ici, dans notre cas, celui abstrait et mathématique du jeu de société, et non pas le monde réel, celui dans lequel nous vivons. Donc, la première façon de décrire le monde procède par élimination. On va décrire de façon négative. On va commencer par dire, vous pouvez tout faire, sauf ça et ça. Et dans telle circonstance, vous ne pouvez pas faire ça non plus, à moins que telle exception ne s'applique. Et il faut aussi savoir que tu peux déplacer les troupes d'une case, sauf les tanks qui peuvent faire 2 cases, mais qui ne peuvent pas entrer dans une tranchée. Et les avions, elles ont plus de blablabla. Et là, je sais que je tombe dans l'interprétation, je vous préviens, c'est un autre de mes délires intellectuels auquel je n'accorde que très peu de sérieux. Mais cette façon de faire n'est pas sans rappeler l'histoire américaine elle-même, le mythe de la frontière, toujours repoussé, toujours plus à l'ouest, la liberté absolue dans la prairie, dans les terres, laquelle on a dû, avec le temps, contraindre. Cette liberté du Far West, qui devait être à quelque part réelle, il a fallu la contraindre. Mais au début, vous pouviez faire pas mal ce que vous vouliez. L'autre façon de décrire le monde
procède à l'inverse par constitution. Tu peux prendre la porte de droite ou la porte de gauche. Point. T'es pas dans une plaine. Au contraire, t'es pas dans un champ. T'es dans un monde souterrain. Puis là, il y a 2 corridors en face de toi. Et imaginez-vous dans une grotte de Donjons et Dragons. Et puis, chaque fois, vous pouvez prendre l'option à droite ou l'option à gauche. Il n'y a rien d'autre. J'aimerais remercier Christian, non pas Lemay moi-même, mais Christian Lemaire, le propriétaire de la merveilleuse boutique Le Griffon à Sherbrooke. Oui, je fais une promotion, je fais une plug, comme on dit au Québec. J'aime d'amour cette boutique indépendante. Donc, c'est à Christian Lemaire que je dois cet apprentissage vers 2005 que différence fondamentale entre le jeu allemand et le jeu américain, c'est qu'à ton tour, dans un jeu allemand, tu fais une action, point. C'est la structure du tour. J'en avais déjà un petit peu parlé dans ma toute première chronique, celle sur Catan. Les jeux à l'allemande décrivent leur monde de façon positive. Tu peux faire A ou B ou C. Et A est toujours pareil, B est toujours pareil, et C est toujours pareil. Le jeu te dicte, te guide ou t'impose. C'est infiniment plus facile pour la joueuse de retenir les 3 choses permises que les 18 choses interdites. Et comme parents, nous savons maintenant qu'il est plus efficace de dire à nos enfants de parler doucement plutôt que de leur interdire de crier. Comme entraîneur d'une équipe sportive, il vaut mieux dire à ses défenseurs de se rapprocher des attaquants plutôt que de leur dire qu'ils sont trop loin des attaquants et de leur demander de déduire, de comprendre sur le terrain alors qu'ils sont essoufflés, qu'ils sont fatigués, qu'ils doivent se rapprocher. Dans les Aventuriers du Rail, tu prends 2 cartes ou tu prends une route libre en jouant autant de cartes que le nombre de cases entre 2 villes. Point, je viens d'expliquer 80% du jeu en 25 mots. Hein? Tu prends 2 cartes ou tu prends une route. On m'a quelquefois demandé lors des explications du jeu si on pouvait prendre une partie d'une route ou si on pouvait déloger un joueur sur une autre route. Ça aurait pu exister, ça s'envisage, mais c'est pas la décision qui a été prise. Il aurait fallu rajouter plus de règles, distinguer, créer des exceptions qu'il aurait fallu apprendre. Mais c'est pas le cas ici parce qu'on est dans une façon positive de décrire le monde et on est dans un cas de, je veux dire, censure prescriptive. Bon, je sais que je véhicule des stéréotypes là, mais le gag suivant m'a fait rire. Tout ce qui n'est pas explicitement permis dans un jeu allemand est interdit et tout ce qui n'est pas explicitement interdit dans un jeu français est permis. Est-ce que je l'ai bien dit? Français ou américain? Français, parce que généralement, c'est les Français qui vont essayer de trouver des exceptions dans les trucs. Ah, mais est-ce que je peux faire ça? Puis, il y a comme... C'est un cartoon que j'avais vu sur... pas un cartoon, mais c'est un strip de bande dessinée que j'avais vu sur Board Game Geek, probablement, ou sur Trick Track. Oui, probablement plus sur Trick Track. Ça m'avait bien fait rire. C'est-à-dire que nous, on va toujours chercher à repousser la limite? Oui. Donc, tout ce qui n'est pas explicitement permis dans un jeu allemand est interdit. OK. Et tout ce qui n'est pas explicitement interdit dans un jeu français est permis. Ça me fait rire. OK, d'accord. Les jeux à l'allemande se calquent donc sur une censure constitutive, celle qui oblige, alors que les jeux américains et peut-être français sur une censure institutive, c'est-à-dire celle qui interdit. Même les jeux de type allemand d'origine française ne peuvent s'empêcher de créer des exceptions. Prenons Splendor. Hein? À votre tour, soit vous achetez une carte ou soit vous prenez des jetons. Jusque-là, c'est super. Mais si vous prenez des jetons, vous pouvez en prendre 3 différents ou 2 identiques. Mais si vous en prenez 2 identiques, il doit en rester au moins 2 dans la pile après que vous soyez servi. Ce truc-là, on le trouverait pas dans un jeu allemand fait par un éditeur allemand, mais on le trouve chez un éditeur français. Et il y a la même chose pour les Aventuriers du Rail aussi, je pense. S'il y a un certain nombre de locomotives, il faut virer la rivière. Oui. Et on n'a pas le droit de prendre une locomotive. En fait, on peut prendre juste une carte si c'est une locomotive, sauf si on l'a pris à l'aveugle. Oui. On ne retrouverait pas ça dans un jeu d'un éditeur allemand. Et je pense qu'il y a peut-être un trait culturel qui s'exprime là. Mais là, je m'avance dans un truc qui est vraiment... OK. En tout cas, ça me semble constitutif d'une façon de faire les choses. Quand on compare Unlock et Exit, c'est la même chose. Hein? C'est 2 fois le même jeu, un escape room dans une boîte. Mais là où Exit ne déroge jamais, à mon humble connaissance de ses mécanismes de base, Unlock brise ses règles à chaque carte bleue et chaque carte rouge supposée s'additionner. Ce système de base-là, il a été rapidement abandonné. Oui. Et là, je suis pas en train de dire que l'un est meilleur que l'autre, mais je veux dire, ça tient plus du tout la route. Je suis d'accord avec toi que c'est vrai qu'on s'aperçoit que même, on a l'impression même que c'est le gimmick de tordre
le système de base, en fait. Oui, puis je veux dire, on s'est rendu compte... Pas que c'est très contraignant. On s'est rendu compte qu'on avait fait le tour, puis il faut faire autre chose, donc... Mais que c'est trop contraignant, en fait. Oui. Pour la crêpe, c'est contraignant, en fait. Oui, les interdictions sont contraignantes. Les règles sont contraignantes, oui. Ben, écoute, en conclusion, j'observe que ce qui s'avère dangereux pour les libertés individuelles en société peut être un excellent exemple à suivre en termes de création de jeux ou de rédaction de règlements. Là, je rappelle une anecdote qui dépasse le cadre du jeu. Encore une fois, vous allez dire, il y avait un reportage à Radio-Canada, la radio d'État ici, qui disait de ne pas mettre notre compost, nos matières compostables, dans un sac fermé, même si le sac lui-même est compostable. Pourquoi? Parce que ça ralentit le processus des matières compostables. Et là, il y a Jean-François Provençal, un humoriste du groupe Les Appendices, qui a dit quelque chose comme « Hey, tabarnak, pouvez-vous arrêter juste de nous dire quoi pas faire, puis nous dire quoi faire? » Parce qu'il y a tellement de reportages, notamment sur les causes environnementales, qui nous disent « Faites pas ceci, faites pas cela, faites pas ceci. » Mais jamais tu nous dis « OK, mais quoi faire? » Et je pense que c'est une façon beaucoup plus efficace de transmettre une information, de dire quoi faire. Je ne saurais que vous encourager, si vous débutez dans le domaine du jeu de société, à concevoir vos jeux de cette façon, à vous placer en tyran, en dictateur tout-puissant, où rien n'est interdit, hein? Où la loi est facile à prendre parce que vous avez choisi en amont les 2 seules actions qui étaient permises. Bon, là, attention, c'est pas une panacée, hein, parce que notre cerveau est une formidable et imprévisible machine, du moins sur certains aspects. Notre cerveau, il intervient, il ajoute et il infère. Je vous raconte 2 petites anecdotes tirées de mon passé d'éditeur et de rédacteur de règles. Sachez en commençant que j'ai un style d'écriture extrêmement scolaire, presque effrayant, sans fluff, plate à mort, sans texte d'ambiance, sans humour. Quand je fais des règles de jeu de société, je fais des règles. Zombie Kids Evolution, donc, c'est un jeu du scorpion masqué coopératif. Et puis, au début de votre tour, il y a un zombie qui pénètre dans l'école que vous défendez. Hein? Vous lancez un dé, puis vous placez un jeton zombie dans la salle qui a la même couleur que le dé. Donc, par exemple, je sais pas, la bibliothèque est peut-être bleue, le gymnase est peut-être vert, bon, bref, pas d'importance. Ensuite, vous pouvez vous déplacer votre avatar, votre petit pion dans l'école, avec l'interdiction de terminer votre déplacement dans une pièce qui contient 3 zombies ou plus, parce que les zombies sont trop nombreux, puis vous ne pourriez pas vous battre contre eux. Une fois ceci expliqué, une fois sur 2, on va me demander, ouais, mais là, si le dé indique, je roule le dé, je lance le dé, et ça donne le résultat d'une pièce où il y a déjà 3 zombies, est-ce qu'il faut que j'en ajoute un encore? Mais pourquoi pas? Oui, vous sentez bien l'agacement dans ma voix, et il est bien réel. Hein? Non, mais pourquoi? À quel moment? Dans quoi? Qu'est-ce qui pourrait te faire croire que j'ai changé d'idée? Pourquoi je n'aurais pas écrit de ne pas mettre... Bref, les gens, le cerveau infère, interfère, je ne sais pas c'est quoi le bon mot, mais bon. Un autre exemple. Dans SkyTeam, c'est aussi un jeu coopératif. Et puis, à chaque tour, on va placer 2 dés qui vont gérer l'axe de notre avion. Et toi, par exemple, si tu mets un 5 de ton côté de l'axe et moi un 3, l'avion va aller de 2 crans vers toi parce que ton 5 est 2 crans plus fort que moi. Et il y a plein de gens qui, en jouant à SkyTeam, à la fin de chacune des manches, remettent l'avion à l'horizontale. Alors que rien dans les règles le fait. C'est indiqué nulle part. Je vous demande pourquoi vous faites ça. Mais là, je m'énerve pour rien parce que c'est comme ça que le cerveau fonctionne. C'est juste à moi, comme rédacteur, de mieux faire mon travail, mon boulot. Mais bon, tout ça pour dire, je ne saurais dire si c'est un signe de génie ou de bêtise. Et je serais d'ailleurs très heureux qu'un ou une spécialiste, un psychologue, m'interpelle pour me parler de ce curieux phénomène. Bref, je voulais juste terminer ma chronique en sabotant tout ce que j'avais dit avant, en disant que, à mon avis, c'est une bien meilleure façon d'écrire simplement, ou en tout cas décider en amont ce qu'il faut faire, et pour limiter le plus possible les exceptions, limiter les interdits, les cas spéciaux. Voilà, censure et rédaction de règles. Eh bien, écoute, merci beaucoup. On va, si t'es OK pour cette discussion, il y a 2 aspects pour moi. Il y a la partie vraiment sur les jeux de société, oui. Tu vois. Et après, il y a la partie de ce que tu abordes au début, en fait, hein, qui est ton point de départ, finalement,
sur qui, pour moi, est un sujet éminemment de plus politique, même juridique, et en fait, qui touche à nos libertés fondamentales, en fait, même souvent ce qu'on va retrouver dans le corpus du droit constitutionnel. La vie en commun, en fait. Oui, en fait, qui régit même ce qu'est un état de droit, parce qu'effectivement, c'est un des critères de l'état de droit, c'est que tout ce qui n'est pas expressément interdit est permis. Et que dans une dictature, tout ce qui n'est pas expressément autorisé est interdit, en fait. Non, mais c'est vrai que c'est un des critères de l'état de droit. Et alors là, tu vois, je ne l'ai pas en tête et j'aurais dû vérifier. Mais je me demande que si c'est pas un principe qui est expressément... alors, peut-être chez nous, je ne sais pas si c'est dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ou dans la Constitution, notre Constitution, mais je pencherais plus pour la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui a une valeur... équivalente en fait à la Constitution en fait. Enfin, c'est dans les normes. Il y a dans la hiérarchie des normes, on est dans les normes les plus élevées. Donc c'est vraiment un principe qui doit être respecté. Et en fait, c'est amusant parce que là, tu as l'air de nous expliquer que dans les jeux, finalement, ce qui est bien dans la société n'est pas bien dans les jeux. Ce qui est assez choquant comme idée en fait, parce que forcément, on a les légalistes en nous et les amoureux de l'état de droit. Ah non, mais dans la vie, je suis pas du tout en faveur de la dictature, mais... Oui, je sais. C'est une façon plus efficace de faire un jeu. C'est très intéressant que tu dises, c'est-à-dire que c'est une façon plus efficace de régir les comportements, effectivement. Ah ben oui. C'est-à-dire qu'en fait, tu prends beaucoup moins de risques, puisque il va falloir que tu connaisses l'intégralité des normes pour savoir ce qui t'est permis de faire. Alors que tu n'as qu'à, par principe, sinon tu peux faire ce que tu veux. Et il y a très peu de choses qui sont interdites, en tout cas, et tu vas les connaître. En fait, il est plus facile de connaître tes quelques interdictions que de connaître l'intégralité des choses que tu n'as pas le droit de faire, en réalité. Enfin, c'est évident. En fait, il est plus simple de savoir les 3 trucs permis, mais bon, on comprend. Oui. Et c'est assez intéressant, c'est ce que tu dis sur le fait que ensuite la censure c'est pas tant interdire des choses que aussi ce que l'on va s'empêcher soi de faire. En fait, là où on a nos propres ce qu'on appelle l'autocensure souvent, les comportements qu'on s'interdit. Parce que aujourd'hui, on est à peu près à 1 an en France des élections présidentielles. On a des questionnements qui se passent sur le fait que on est une personne qui s'appelle Vincent Bolloré qui a énormément de poids dans la culture française, en fait, dans les médias, dans le financement du cinéma. Et aussi dans les jeux de société d'ailleurs, ça c'est assez un sujet qui est très compliqué à aborder dans le monde du jeu. D'ailleurs, je ne te demanderai pas à qui tu as vendu Scorpion Masqué parce que je suis gentille. Ah non mais je crois que Hachette a été. Non, tu l'as vendu avant, ouais, à racheter après, oui. Oui. Ouais. Tu savais pas, donc ouf, ça va. Ouf, je peux encore te parler sinon. Et on a eu, actuellement, quand on enregistre, il y a le Festival de Cannes et il y a eu tout un débat parce qu'il y a des gens qui appellent vraiment... Il faut savoir que Bolloré détient Canal+. Canal+ finance quasiment beaucoup du cinéma français et il y a des appels au boycott, en fait, etc. Et c'est des vraies questions parce que il y a eu des réponses très, très violentes de la direction de Canal+, avec énormément de soutien de personnes qui viennent nous expliquer que mais non, ils font quand même bien leur travail, etc. C'est pas grave. Sauf qu'on sait très bien qu'à terme, ils peuvent dire ce qu'ils veulent aujourd'hui. Il y a des projets qui ne se feront pas parce que ce n'est pas conforme à la volonté de l'actionnaire. Il y a des gens il y a des créateurs qui forcément vont s'auto-censurer pour que leur projet passe. Et finalement, c'est presque ça le pire, c'est qu'on sait très bien qu'on va avoir de l'autocensure. Et c'est obligé, on adapte notre discours à ceux à qui on s'adresse, en réalité. C'est impossible. Alors, ça peut être quelque chose de très violent, comme là, je te parle d'un cas extrême, mais aussi, après, ça peut être aussi parce que on va avoir des règles, pas de savoir-vivre, mais de vie en société, qui sont du domaine des usages, qui sont des domaines des conventions sociales, qui ne sont pas forcément écrites, mais que l'on connaît et qui ont quand même une force contraignante, même si elles n'ont pas de valeur juridique, en fait. C'est-à-dire qu'il faut bien voir, c'est que tout n'a pas une valeur liée à la règle, mais les usages ont des valeurs qui peuvent être des valeurs contraignantes tout aussi fortes, en réalité. Et là, je pense qu'on est vraiment dans cet ordre-là. Mais l'usage, c'est une forme de règle.
C'est une règle non écrite. Oui, mais c'est une règle non écrite qui n'a pas de force obligatoire en réalité. Elle n'a de force obligatoire que finalement tant que parce que tout le monde la respecte en réalité. Donc tu vois, c'est un peu finalement c'est vraiment là quoi. Mais en même temps, tu me parles. Donc ça c'est super intéressant. Tu me parles beaucoup d'autocensure et de gens de créateurs dans n'importe quel domaine qui vont se dire ah non je ferai pas ça. Mais le pousser à l'extrême, ce dont je parlais ou ce dont parlait Pierre Hébert et peut-être Roland Barthes, c'est de dire qu'il ne viendra même pas à l'esprit de faire le truc. Tu n'auras pas besoin de t'autocensurer parce que je veux faire de la littérature, donc je vais faire de la littérature, ça veut dire encenser le travail de la terre. Là, je suis d'accord avec toi, c'est que peut-être que pousser à l'extrême, cette autocensure où là, elle est calculée et conscientisée, à un moment, elle finit par ne plus l'être. Et je pense que dans le secteur ludique, si on se refocus et qu'on reparle d'autres sujets qu'on a déjà abordés, sur les thématiques abordées, les choix éditoriaux, etc., je pense qu'on est exactement là-dedans. C'est-à-dire que beaucoup des éditeurs et des auteurs ne pensent même pas à faire quelque chose parce que ils ont tellement intégré le discours permanent sur ce qui doit être bien, le discours marketing, etc., ou le fait que ça doit être du divertissement avant tout, etc., que de toute façon, ils ne vont même pas envisager autre chose. Tu vois, je pense qu'on est vraiment dans peut-être plus que dans d'autres secteurs artistiques, parce que on reparlera sûrement de ça un jour. Est-ce que le jeu de société est un produit ou une œuvre d'art ? Je pense que aujourd'hui, il est quand même encore dans une forme. Il pourrait peut-être être une œuvre d'art un jour, mais je pense qu'il est encore très attaché à sa forme produit avant tout, quoi. Et si après on reparlait du jeu, sauf si tu veux si tu voulais qu'on reparle. Non, mais c'est vrai que quand on y pense, dans l'esprit de 99% des gens, le jeu a une fonction de divertissement, donc il ne me viendrait même pas à l'esprit. Imaginons que je veux inventer un jeu, je suis un quidam, il ne me viendra même pas à l'esprit de faire un jeu de société pour contester un truc, qui serait autre chose en fait que du divertissement. Donc on est dans un cas de censure prescriptive. Tu veux me dire que il n'y a pas beaucoup de Brenda Romero en fait? C'est exactement ça. Ou de Amabel Hollande. On est dans quelque chose, évidemment, qui dépasse la façon de le concevoir. Moi, je parlais plus de dire, qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu fais dans ton jeu? Mais ça va plus loin parce qu'on pousse l'analyse jusqu'à la conception même de l'intention. Et après, là où c'est hyper intéressant, c'est que tu dis pourquoi dans le jeu c'est différent, finalement. C'est parce que, en fait, je me demande pourquoi dans le jeu ça marche mieux. Le système à l'allemande, comme tu l'expliques, enfin, ce que je comprends que toi t'appelles le système à l'allemande, c'est-à-dire que le fait qu'on te dise clairement, voilà, c'est permis, blam, blam, blam. Je me pose vraiment la question de savoir parce que finalement, si t'as, peut-être que, je réfléchis un peu à haute voix, si t'as pas de règles claires, enfin, si on te dit tout ce qui n'est pas expressément interdit dans le jeu est autorisé, ça veut dire que tu rebalances sur les joueuses, et joueurs et joueuses, énormément. On sait que le pendant de la liberté, c'est la responsabilité. Hein. Enfin, je veux dire, ça, c'est pas. Je suis pas une grande penseuse de théorie politique pour sortir un truc pareil. Hein. Non, mais c'est bien de le rappeler parfois parce qu'il y a des gens qui confondent liberté et. Oui. Et oui, c'est vraiment ça. Et je vous renvoie encore une fois, si vous avez l'occasion, d'aller lire Les Caves du Vatican de André Gide, qui parle très très bien de ce que c'est la liberté, enfin le fameux libre arbitre, la liberté, qu'est-ce qui va avec, etc. Est-ce qu'on est vraiment libre? Donc, et en fait, ça veut dire que si dans un jeu, tu avais une liberté telle qu'elle doit être dans un État, enfin dans l'État de droit, ça veut dire que tu as énormément de responsabilités laissées aux joueuses et notamment aussi tu vas avoir aussi toute une partie de responsabilité du coup comme il n'y a pas de juge, il n'y a pas de tribunaux, il n'y a pas non plus de constitution, etc. Tu vas laisser beaucoup de place à l'interprétation. Et donc tu vas avoir chaque groupe, tu vas laisser énormément de place à l'interprétation, donc c'est pas forcément ce qui est souhaité par les créateurs et créatrices de jeux. Ceci dit, moi, je milite beaucoup pour qu'on laisse aux joueurs et joueuses la possibilité de s'affranchir des règles si les règles ne leur conviennent pas, puisqu'il n'y a pas de... Si tout le monde est d'accord, finalement, le consensus ou le référendum, le plébiscite le consensus, ce serait ça, l'unanimité, remplace la règle. La tyrannie de la majorité. Ouais, ce serait même pas la majorité, ce serait de l'unanimité, donc personne n'est tyrannisé, tu vois, mais je pense qu'on peut s'affranchir des règles dans ce cas-là, et en fait je pense que c'est ça, c'est que le risque c'est et on le voit bien quand on joue à des jeux très scriptés à l'américaine,
où tu disais avec tous ces exemples et tout, je trouve qu'on passe énormément de temps à interpréter tous les points de règle, en fait. Enfin, c'est peut-être une façon peut-être qu'ils sont mal rédigés aussi, parce qu'on peut exprimer cette idée de voici ce qui est permis ou voici ce qui est interdit de façon. On peut faire une mauvaise utilisation du langage, en fait. Et là, je parle même plus de structure, là, parce que ça va jusque-là aussi. Oui, alors, je sais pas du tout pour comment s'écrivent des règles de jeu. C'est pas un exercice que j'ai déjà été amené à faire. J'en ai lu quand même pas mal et souvent je pleure. Et je t'ai déjà dit que peut-être que moi, je n'aime pas beaucoup lire des règles de jeu parce que ça me rappelle énormément mon travail. Et pour voir ce que c'est un peu, pour connaître un peu mieux les méandres du travail législatif, c'est très très long d'écrire des règles. Et quand bien même c'est très très long, moi je peux citer des tonnes d'exemples de lois qui ont été super mal rédigées, où en annulant, en faisant des allers-retours machin, ils ont réussi à oublier un truc, ce qui fait que t'as un énorme trou dans la raquette dont on se rend compte après coup. Donc en fait, je me dis, parfois on jette la pierre sur les rédactions de règles. Mais enfin, je veux dire, même quand tu as énormément d'allers-retours, même quand tu as je ne sais pas combien de personnes qui participent au processus législatif, tu as quand même des erreurs manifestes, flagrantes, qui surviennent tout le temps. Je pense que c'est hyper dur, en fait, je confirme, rédiger des règles, c'est l'expérience de rédaction la plus difficile de ma vie. Et là, j'ai écrit beaucoup de choses différentes dans ma vie. C'est ce qui rend la chose vraiment fascinante. Et je pense que c'est le truc qu'on n'aura jamais fini de s'améliorer. Parce que là, je donne l'information, je suis transparent. Je participe toujours, donc, de façon un peu éloignée à la rédaction de celles au Scorpion masqué. Elles sont maintenant, c'est plus moi qui en fais la version originale, mais je commente le premier jet et ensuite, je donne un coup de main à la version française. Mais c'est un exercice fascinant, vraiment. Non, mais je pense que c'est difficile. Et en fait, effectivement, je pense que si t'es plus dans le système où on te dit pas clairement ce qui est possible de faire, tu vas laisser beaucoup de place à l'interprétation et que cette interprétation, elle est pas souhaitable en termes d'efficacité, en termes d'homogénéité des pratiques pour un même jeu, etc., etc. Et je pense qu'effectivement... Il y a plein d'implications, c'est ça, parce que là, si les gens jouent mal à ton jeu, jouent mal dans le sens, ils jouent pas dans la façon que tu avais avec ton intention, ben ils peuvent avoir une expérience différente et de faire une mauvaise pub, parce qu'il existe aujourd'hui les réseaux sociaux, et les gens s'empressent souvent d'aller dire qu'ils ont joué un jeu, que c'était bon, que c'était mauvais, et sans avoir vérifié s'ils avaient bien joué ou pas. Donc, oui, on veut contrôler le plus possible l'expérience des joueurs et des joueuses. Mais encore une fois, là, on parle beaucoup de rédaction de règles, mais moi, je parle même de la façon dont tu conçois le jeu. C'est-à-dire, est-ce que c'est un jeu dans lequel tu donnes une liberté totale et je t'interdis des trucs ou... Alors, moi, je parle de rédaction de règles parce que c'est la matérialisation. Oui. C'est la matérialisation de ce que tu permets, en fait. Donc, quand je le dis, effectivement, je veux pas juste parler des règles telles qu'elles figurent sur le papier, mais c'est juste parce que c'est pas tant la façon de rédiger en tant que telle que la façon dont tu as conçu ton système, en fait. À l'origine, ton système. Et on revient chez Amabel Hollande au final avec ça. Est-ce que tu conçois un jeu dans lequel... Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé d'elle. Ben oui, ça faisait au moins un épisode. Mais est-ce que tu conçois un jeu dans lequel tu as un tunnel et les joueurs vont choisir droite-gauche chaque fois, ou tu les mets au milieu d'une plaine et là, ben, ils peuvent aller partout, sauf s'il y a un arbre, ils peuvent pas passer par-dessus. Puis s'il y a une rivière, ils doivent savoir nager. Ouais, alors c'était marrant ce que tu disais sur le Far West, là, et le fait, la plaine, où il n'y avait pas cette idée de savoir si la conquête américaine, et je pense que on est vraiment dans un imaginaire qui je pense qui est... C'est le mythe fondateur. Il y a un livre qui s'appelle La prairie américaine. Voilà. Oui. Sauf que ce qu'on oublie de dire, c'est qu'en fait, il y avait quand même des populations à ces endroits-là et que eux, ils avaient des règles. Simplement, c'est qu'à un moment, on a décidé que leurs règles, on s'en battait les steaks et qu'on allait... Tu vois, on arrivait comme si on arrivait sur une res nullius, une terre vierge, enfin, etc. Ce qui n'était absolument pas le cas en réalité. Hein. Non, ce qui n'était pas le cas. Et quand je parle de cette mythologie, il me semble avoir employé le mot mythe, justement, le mythe de la frontière. Ouais, mais c'est exactement. Et c'est vraiment une mythologie, c'est l'idée qu'on s'en fait, qui reste dans l'imaginaire, dans l'inconscient collectif.
Oui, parce qu'en fait, les normes qui existaient ou les règles ou les lois qui existaient, simplement, elles n'étaient pas... on n'avait pas envie de les voir ou elles n'étaient pas matérialisées. En tout cas, elles n'étaient pas... même si elles étaient matérialisées, pas d'une façon qui était connue des gens des colons, enfin des comment ça s'appelle, des pilgrims, là, je sais pas comment on dit, des pionniers. Oui, les pionniers, voilà, colons. Plutôt les pionniers qui arrivaient, les colons. Donc... ouais, c'est plutôt, je pense que c'est ça. Après, on pourrait discuter des conflits de normes et tout, mais c'est effectivement, je pense qu'aussi, voilà, dans le jeu, parce qu'il y a un souci d'efficacité et que les enjeux, il n'y a pas d'enjeu de liberté individuelle derrière dans un jeu, en fait. C'est un système fermé qui est quand même très limité. Comme on l'a souvent dit, c'est une modélisation de quelque chose, mais... Est-ce que tu vas me parler de cercle méché? Non, pas du... Non, 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 là, pas, c'est pas là, juste non, pour te niaiser. Mais il n'y a pas d'enjeu. La différence, c'est qu'il n'y a pas d'enjeu de liberté individuelle derrière, en fait. Il n'y a pas d'enjeu de la contrainte et de l'absence de reconnaissance. C'est une contrainte consentie, en fait. Oui, voilà, oui, exactement. On va pas développer d'autres comportements ou d'autres situations que celles qui sont attendues par le jeu. Voilà. Alors que dans la vie réelle, vont se produire des tas d'événements ou de situations ou de comportements qui ne peuvent pas être prévus de toute façon. Donc, on ne peut pas tous les réguler à l'avance. Oui, parce que le système mathématique est plus simple dans le jeu. Et d'ailleurs, il y a des tas de choses qui ne sont pas interdites et qui vont attendre. On parle beaucoup de l'IA aujourd'hui. Il faut du temps pour que la législation se fasse sur l'IA aussi parce que il faut légiférer et interdire potentiellement des choses. Ça prend du temps d'avoir le recul pour savoir ce qu'on interdit ou pas. Donc effectivement aujourd'hui... Oui, mais au lieu d'interdire, on pourrait simplement dire, tiens, on prend un cas sur l'IA. Voici ce qui est permis de faire avec l'IA. Point. Plutôt que d'interdire. Tu vois, déjà, on a toujours le réflexe d'interdire, mais voici ce qui est permis. Point. Et en dehors de ça, tu n'as pas le droit. Je ne dis pas qu'il faudrait faire ça, mais ce serait plus simple à concevoir. Oui, mais là, tu vas quand même à l'encontre d'autres libertés qui sont plus importantes, en fait, parce qu'il y a quand même une hiérarchie dans les libertés. Il y a des libertés qui ont quand même des valeurs. Tout n'est pas la même valeur juridique, tu vois. Par exemple... Mais je te parlais en termes d'édition. On a toujours d'éditeur puis de développeur de jeux. Oui, je comprends. Donc voilà. Donc voilà, non, c'était très très intéressant. J'ai beaucoup aimé Je trouve que ça renvoie à beaucoup de questions, de beaucoup de questions politiques en fait, sur aussi ce qu'on veut. C'est plus confortable d'être dans un système où on nous dit clairement ce qu'on peut faire. Facile, surtout pour les gens au pouvoir. Hein? C'est plus inconfortable d'être dans un système où tout est permis et il y a quelques éléments, il y a quelques trucs qui sont interdits expressément, et puis au-delà, c'est aussi soumis à ton interprétation, parce qu'il y a des choses qui peuvent ne pas être interdites, mais qu'on ne fera pas pour autant. Et peut-être même comme individu, des jeux où est-ce que tu as beaucoup. Ma première partie, j'en ai joué une jeu seul, mais tu joues au Go, je veux dire, t'as tellement de coups possibles en ouverture, tu sais pas où te lancer, mais absolument pas. Alors que, et pourtant la règle est assez stricte, là, tu te places sur une des cases, mais il y a tellement de choses que tu peux faire. Donc les restreindre, il y a quelque chose de rassurant pour l'individu. Ouais, en général, ça c'est pas un très bon signe de démocratie. Non, c'est deux choses bien différentes. Voilà. Faut le Gara, voudrais-tu maintenant, s'il te plaît, nous livrer ta chronique? Oui. Je vais faire ça. Il faut que je la retrouve, attends. Alors, je préviens tout de suite, c'est une chronique que j'ai écrite d'une façon différente de d'habitude, donc on va voir. Au final, après, le naturel est revenu au galop, je vous rassure, mais j'étais partie d'une autre façon. On va voir ce que ça donne. Alors, j'ai mis un petit sous-titre. Le thème, mais qu'est-ce que le thème? Voilà. J'avais fait plein de jeux de mots avec thème, tu vois. Je pensais de chanter du Vanessa Paradis, mais je me suis abstenue. Je chante très mal. Alors, je suis très admiratif de Dan Turot, tu le sais, Christian, hein? Oui, je le sais. Je pense que je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, voilà. Et donc, j'encourage vraiment toutes les auditrices et auditeurs à visiter son blog Space Beef et puis à lire ce qu'il propose. Dan, il fait de la review, mais ce qu'il écrit possède ce style, cet angle, cette façon de traiter le sujet qui rappelle les meilleures critiques littéraires ou cinématographiques.
Et finalement, je lis ces articles pour lire ce que lui écrit, et peu importe presque le jeu dont il me parle. Nous avions déjà cité un de ces articles, celui qui parle de Battlestar Galactica et de sa rethématisation dans le mythe de Cthulhu. Donc c'est l'insondable en français, je ne vais pas me prendre le risque de le prononcer en anglais parce que vous allez encore rigoler sinon. Et cet article, je pense qu'on en avait déjà parlé, oui. Il parle longuement du 11 septembre avant de parler de jeu. Du jeu, en fait, des deux jeux. Hein, et il est incroyable, voilà. Vraiment, je vous encourage à lire, tant c'est à la fois juste et émouvant. Et dans cet article, entre autres choses, Dan dit quelque chose comme ça. Alors, j'assume, hein, c'est la traduction a été faite par Anouk. Anouk, c'est le petit nom que j'ai donné à mon chat GPT. Et oui, c'est pas bien. C'est pas moi qui ai traduit Dan Turot, c'est honte sur moi. Donc, ouvrez les guillemets. J'ai déjà exprimé à plusieurs reprises mon insatisfaction quant à la manière dont nous parlons des jeux de société, en particulier l'usage que nous faisons du mot thème, réduit à sa définition la plus superficielle. Plutôt que d'aborder les thèmes des jeux comme on le fait pour les romans, les films ou les albums, parce qu'ils ont un sens, notre médium ramène le terme à sa dimension la plus primaire, comme un parc à thème, une vision infantile fascinée par les automates. Visiter un parc à thème à l'âge adulte est une expérience très différente. On distingue les rails de guidage sous l'eau. On se demande si les pirates ont toujours couru après des paniers de fruits. On éprouve une légère pitié pour l'adolescent cousu dans la chair de Mickey Mouse. Cela ne veut pas dire que l'expérience ne peut pas être agréable, mais on reconnaît le décor pour ce qu'il est, un artifice. Dans le jeu de société, la confusion entre thème et univers conduit même à de véritables malentendus. Chaque fois qu'un auteur tente d'aborder un sujet difficile, il se heurte aux réticences de joueurs qui attendent un traitement de surface. Et pourquoi en serait-il autrement ? En tant que médium, nous ne cessons de renforcer l'idée que les thèmes des jeux de société n'ont pas plus de profondeur qu'une couche de peinture. L'insondable est l'incarnation même de cette tendance, de l'horreur cosmique réduite à une éclaboussure d'émeraude et à une boîte pleine de figurines palmées, dépourvues précisément de ce qui rend l'horreur cosmique ou l'horreur tout court dans n'importe quel autre médium. Fermez les guillemets. Alors quand j'ai lu ça, j'ai eu ce petit moment de révélation. Et oui, il avait entièrement raison, ce brave Dan. Hein. C'était quelque chose que je ressentais, mais qu'à ce moment-là, de mon parcours de réflexion sur le jeu, je n'avais pas encore conscientisé. Et plus tard, il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, j'ai lu un post de Bruno Fedouti qui faisait le même constat. À propos d'Hamlet, je crois, il disait que personne n'aurait osé affirmer que le thème de Hamlet, c'était la cour du royaume du Danemark, grosso modo au Moyen-Âge. Une fois que j'en avais conclu en mon fort intérieur que je partageais totalement ces points de vue, disons que ça ne faisait pas beaucoup plus avancer que ça le schmilblick. Hein. Alors, donc finalement, ce que nous appelions thème devenait l'univers. Mais alors, qu'est-ce que c'est que le thème, hein ? Parce que là, évidemment, moi, je sais ce que c'est le thème d'une œuvre. Mais quand même, j'aimerais bien savoir ce que c'est exactement. C'est un peu comme la lutte des classes, hein, pour celles et ceux qui auront la ref. Et puis, alors, si on n'est pas foutu de mettre des thèmes dans les jeux, dans la grande majorité, parce qu'évidemment, c'est pas le cas à 100%, est-ce qu'encore une fois, la faute aux humains, les joueurs, les auteurs, les éditeurs, qui s'accrochent à la fonction divertissement du jeu, comme si leur plaisir ludique en dépendait ? Ou bien est-ce que c'est lié au média lui-même, qui n'est pas adapté à faire passer des thèmes ? Ou bien est-ce que c'est plutôt une histoire de tort partagé ? Finalement, certains thèmes sont incompatibles avec ce média. Alors, c'est toutes ces questions que je te propose qu'on explore, sachant qu'il s'agit un peu de mes déambulations mentales et qu'il y a probablement plein d'autres choses pertinentes à dire sur le sujet. Alors, thème versus univers. Oui, parce que lorsqu'on parle de jeux de société et qu'on évoque leur thématique, on décrit souvent l'univers effectivement dans lequel se situe le jeu. Les zombies, le Seigneur des Anneaux, les Vikings, les loups-garous. L'univers, c'est donc plus un décor dans lequel le jeu de société prend vie en proposant aux joueuses des références historiques ou fictionnelles qui permettront une immersion, pas toujours réussie, mais une narration. Mais alors, qu'est-ce que c'est le thème par opposition ? C'est davantage ce que l'œuvre explore réellement à travers sa structure, ses tensions, ses mécanismes et ses choix. Un jeu peut avoir un univers médiéval fantastique, mais parler en réalité de rareté des ressources, d'oppression, de confiance et de rapport au pouvoir. À l'inverse, deux œuvres avec des univers totalement différents peuvent partager le même thème profond. Par exemple, un jeu historique situé dans l'Afrique du 19e siècle et un jeu utilisant un univers de science-fiction peuvent tous deux traiter de colonialisme, d'exploitation et d'appropriation de ressources. Tiens, c'est exactement le cas de Mombasa et de Skymines. Comme quoi, il ne suffit pas de changer l'univers pour gommer le thème problématique du jeu. C'est en cela que la comparaison de Dan Turot avec le parc à thème, elle me paraît vraiment pertinente.
Le thème au sens ludique, il agit comme un décor parfois artificiel, le fameux thème plaqué. Il nous donne l'illusion d'une immersion, d'une narration à nos actions, pour mieux cacher le cœur du jeu, ses mécaniques, son système, qui sont plus abstraits, plus froids, plus mathématiques. Il nous permet d'accepter le système du jeu en permettant aux joueuses de s'y projeter. Il facilite également l'apprentissage en créant une continuité imaginaire entre les actions que devront faire les joueuses. Et puis, on va pas non plus être complètement naïve, hein. L'univers choisi, bien entendu, c'est un énorme argument marketing destiné à séduire les joueuses. Voilà, je pense qu'on connaît tous et toutes des exemples qui nous viennent en tête. Alors, ce qui ne veut pas dire que des thèmes, au sens peut-être plus littéraire, ne peuvent pas être explorés dans le jeu. Seulement, si thème il y a, il va davantage émerger des dynamiques de jeu, des expériences vécues, des comportements encouragés par les mécaniques. Et c'est pour cela que l'on peut éprouver une déception de cohérence. L'univers promet une chose, mais le thème réel produit par le jeu en raconte une autre. Par exemple, un jeu d'aventure épique dans lequel on s'imagine vivre des exploits héroïques, mais où on se retrouve à optimiser des points d'action. Toute ressemblance avec Andorre est complètement fortuite. Je me demandais si je devais te mentionner Andorre, et tu le fais. Ça faisait longtemps que j'avais pas dit du mal, pardon. C'est facile. On peut alors en arriver à la conclusion que beaucoup de jeux de société ont un univers très développé mais un thème faible, voire inexistant. Il devient difficile de s'interroger sur le thème car il n'y a pas forcément grand-chose à interpréter au-delà de l'habillage. Et pourtant, tout le monde semble s'accorder sur l'usage du mot thème dans le jeu de société et peut-être même s'en contenter parfaitement. Alors est-ce qu'il n'y aurait pas plutôt un désintérêt pour les thèmes mais les vrais ? Et oui, les joueuses, et probablement les autrices elles-mêmes, elles ont été habituées à considérer le jeu comme un objet neutre. On l'a dit à plusieurs reprises dans ce podcast, on constate qu'il est souvent difficile de concevoir le jeu comme porteur de sens ou de propos, de constater que le système porte des valeurs en favorisant certains comportements plus que d'autres. Oui, le jeu peut produire un discours sans que son autrice l'ait forcément voulu. Ce que l'on veut analyser dans le jeu, ce sont souvent plutôt les mécaniques, les effets qu'elles produisent. Les mécaniques, ce sont un petit peu les rails du petit train dans lequel nous sommes assis, le parcours qui a été pensé par le concepteur, les ralentissements, les accélérations qui sont prévus pour déclencher certaines de nos réactions. Tu sais, un peu comme le petit train de la mine. Quand on passe et bim, on passe dans le tunnel, on crie tous, voilà, c'est un peu ça. Et le jeu de société moderne, il valorise énormément la fluidité mécanique, l'équilibrage. Tout doit bien fonctionner. Les rouages doivent être bien huilés pour permettre la meilleure expérience supposée autour de la table. Par conséquent, quand un thème devient trop visible, trop rugueux, trop politique ou trop dérangeant, il peut être perçu comme une nuisance au bon jeu, comme si le propos se révélait être un grain de sable qui brisait le système et sa cohérence. Pourtant, un jeu peut explorer un thème, notamment par les comportements qu'il encourage, par les émotions qu'il produit ou encore par son dispositif. Des jeux comme This Guilty Land ou Train de Brenda Romero explorent explicitement des thèmes, et peut-être même qu'ils n'ont pour d'autres raisons d'être que d'illustrer un thème, en le faisant avec une mécanique plutôt qu'une narration classique. Peut-être n'ont-ils aucune finalité ludique comprise au sens strict. Ils ne sont pas faits pour nous divertir, et je pense que c'est même quelque chose qui est revendiqué. Dans la chronique citée précédemment, donc sur celle de Dan Turot, il ressort que Battlestar Galactica a un thème. Peut-être qu'il n'était pas volontaire de la part de Korey Konieczka, et pourtant le choix d'un jeu à rôle caché n'est jamais anodin. Il explore forcément un peu notre rapport à la confiance, à la méfiance, à la paranoïa, au mensonge. C'est probablement beaucoup plus fortement ressenti dans Battlestar Galactica, où la gestion permanente des crises dans le jeu provoque un sentiment d'usure. Et Rick Lang, lui, il explique clairement que Rising Sun a un thème, par exemple. Un thème qui n'est pas le Japon féodal teinté de surnaturel. Non, il l'a dit dans l'interview que j'avais faite de lui. Je parle un peu de mémoire, mais il me semble qu'il explique bien qu'il voulait explorer le thème des alliances, des gentleman agreements, un petit peu du code de l'honneur. Les thèmes des jeux ne sont peut-être pas évidents à identifier parce que le média ne s'exprime pas verbalement et que nous ne sommes pas encore familières des méthodes d'analyse appropriées au jeu, comme on a pu développer dans les dernières années une éducation à l'image. Probablement aussi parce qu'une grande partie de ceux qui font le jeu, les jeux, s'accrochent à sa fonction de divertissement, qui semble exclure le droit à chercher un propos, du sens, un thème aux objets ludiques. Mais peut-être que tous les torts ne sont pas du côté des humains dans cette difficulté à insuffler et identifier les thèmes dans les jeux de société. Peut-être que la structure du jeu, la façon dont celui-ci fonctionne, ce qu'il est capable de proposer, rend plus difficile cette exploration des thèmes. Donc là, on va parler en fait vraiment des
des difficultés qui sont liées aux médias lui-même. Alors, je ne me souviens pas si nous avons déjà abordé ce sujet ensemble, tu me confirmeras ou pas, mais je sais que je l'ai déjà évoqué à propos des jeux d'enquête. Le jeu de société, contrairement aux autres œuvres narratives, elle ne permet que dans de très rares cas l'identification. En effet, en littérature, dans le cinéma, même dans le jeu vidéo, le thème passe par des personnages qui existent indépendamment du public. Ces personnages ont des contradictions, des désirs, des trajectoires propres. Ces personnages peuvent incarner le thème de l'œuvre, l'expliciter, le rendre intelligible. Or, dans le jeu de société, cette médiation, elle est souvent absente ou instable, parce qu'il n'existe pas tel personnage, ou peut-être de façon extrêmement marginale, ou parce que l'identification de la joueuse envers un personnage acteur de la narration n'existe pas. Dans les jeux de gestion, on va incarner peut-être un personnage sur notre plateau de jeu individuel, mais par exemple un marchand, un guerrier, un sage, un noble. Mais c'est en réalité une fonction abstraite qui n'a aucune existence psychologique. Ce personnage, il est surtout là pour donner une coloration aux actions possibles, faciliter notre compréhension du jeu en utilisant des repères communs. Et dans les jeux plus narratifs, même parfois le jeu de rôle, on se rend compte que le personnage est bien souvent absorbé par la joueuse. Cette absence de distance entre joueuse et personnage ne permet pas que ce dernier puisse faire l'objet d'une observation critique avec de la distance. Dans un roman, nous pouvons voir un personnage se mentir à lui-même. Nous pouvons le voir s'aveugler, se tromper, mentir, s'enflammer, mal se conduire. Dans un jeu, si nous sommes ce personnage, cette distance, elle devient beaucoup plus difficile à construire. Car nous envahissons tant l'avatar qu'est le personnage que nous lui prêtons notre propre psyché. Et si l'on reprend les exemples précédents, c'est peut-être pour ça que certains jeux qui portent le plus fortement un thème sont justement ceux qui créent une friction entre la volonté de la joueuse et le système, qui empêchent une personnification héroïque confortable ou bien qui produisent un malaise. À l'inverse, beaucoup de jeux modernes, ils cherchent à valoriser la progression, le contrôle, l'optimisation, la montée en compétences. Cela rend parfois plus difficile l'émergence d'un thème critique parce que le système est conçu avant tout pour soutenir le sentiment d'agentivité et de maîtrise. Comme le jeu est avant tout un système, il parvient à parler des systèmes davantage que des individus. Il est capable de nous parler d'économie ou de structure de pouvoir, mais dès que l'on sera du côté des émotions, des passions humaines, il en semble incapable. Alors, en conclusion, je vais te proposer un petit jeu, tiens. En pensant aux thèmes qu'on retrouve fréquemment dans la littérature, tiens, on va prendre les grands thèmes des pièces de Shakespeare, par exemple. Je me demandais si un jeu serait capable de les restituer. On va prendre au hasard la jalousie. C'est le thème central d'Othello. Tu l'as lu ou pas ? J'ai pas lu Othello. Tu connais le plot, comme on dit ? Oui. Je pense. Est-ce qu'il serait possible de créer un jeu qui explore ce thème ? Je dis pas un truc avec des jauges à la con, ou des cubes à poser sur ta carte pour dire que ta jalousie augmente, évidemment. Parce que la jalousie, c'est un thème. La jalousie, c'est un thème qui est profondément intérieur, ambigu, contradictoire, souvent honteux et rarement rationnel. Or, le jeu de société, il fonctionne très souvent à l'inverse, en donnant des objectifs clairs, des informations explicites. Il demande rarement de faire des actions déraisonnables et il incite à optimiser. Donc, pour qu'un jeu parle réellement de jalousie, on va dire de jalousie amoureuse, comme dans Othello. Il ne suffirait pas d'avoir un univers romantique ou des triangles amoureux. Il faudrait que le système lui-même parvienne à produire ce que produit le sentiment de jalousie, le ressentiment, le sentiment de possession, l'anxiété liée à la perte de l'autre, l'obsession pour les actions de l'autre. Et puis, il faudrait que ces émotions, elles entrent en conflit avec les intérêts rationnels des joueuses. Donc, imagine 2 secondes un jeu dans lequel les récompenses dépendent du regard accordé à une autre joueuse. Certaines actions n'ont d'intérêt que parce qu'elles empêchent quelqu'un d'obtenir de l'attention. Les alliances sont instables et asymétriques. Alors ça peut exister. Mais elles ne vont pas reposer sur des décisions rationnelles. Alors peut-être qu'on commencerait à s'approcher du thème de la jalousie, mais je le pense que l'on trouverait probablement ça toxique. Ce qui est assez d'ailleurs conforme à la représentation de la jalousie. Et surtout pas du tout compatible avec nos exigences ludiques fondées sur l'équilibre, la maîtrise émotionnelle, le cercle magique et le fair play dans une certaine mesure. On n'attend pas vraiment d'un jeu que son système produise de l'inconfort relationnel réel. Donc la jalousie, mais aussi le désir, la honte, le deuil, la passion amoureuse sont beaucoup plus difficiles à transformer en mécanique sans les simplifier brutalement. Et c'est peut-être pour ça que les jeux qui s'approchent le plus de ces thèmes sont souvent des jeux de rôle, des GN, des jeux narratifs très atypiques, qui acceptent davantage la vulnérabilité émotionnelle, l'ambiguïté et l'existence de personnages partiellement autonomes, mais distincts des joueuses. Merci beaucoup pour cette chronique fort intéressante. Il y a des passages qui me rendent jaloux.
Ah! Ben écoute, pour recommencer, oui, évidemment, j'ai lu l'an dernier, je pense, quand tu me l'as envoyé, la chronique de Dan Turot, et la distinction entre thème et univers me semble évidente, et je pense que, comme souvent ici, j'ai dénoncé des abus de langage, ben ici, c'est un cas, mais flagrant d'abus de langage. Je veux dire... On peut se dire que les pirates, c'est un thème, là, mais c'est un thème un peu mince. Là. Disons que c'est plus un décor. Et ça, déjà, cette prise de conscience me semble fascinante. Maintenant, j'entreprendrai pas, ou je pense pas que ça vaut la peine d'entreprendre le combat pour convertir tout le monde, mais bon, on peut le mentionner à l'occasion parce que c'est quelque chose qui nous amène à aller plus loin, effectivement. Et c'est drôle parce que, encore une fois, je vais saboter ce avec quoi je suis d'accord. Autant je suis d'accord avec ça, qu'il y a une distinction importante entre le décor, l'univers et le thème. Mais même moi qui ai une vision extrêmement mathématique, on l'a souvent mentionné, des jeux, je ne peux me réduire à l'idée que l'univers n'apporte pas une couche de sens. Parce que prends le même jeu, transpose-le ailleurs, il y a des choses qui vont... Il y a ton ressenti qui va changer quand même un petit peu. Je suis d'accord d'une certaine manière parce qu'on sait très bien, et c'est ce que je dis, par exemple, quand tu choisis un jeu à rôle caché, tu vois, où l'idée du loup-garou, elle est pas anodine. En fait, il y a un thème qui est derrière. Et d'ailleurs, peut-être que les jeux à rôle caché, c'est des... Mais je te parle de l'univers. En fait, changer l'univers va quand même changer. C'est mon intuition. Changer l'univers va quand même changer la façon dont on perçoit le jeu. Et là, tu me parles de mécanique. Quand tu parles de rôle caché, tu parles de mécanisme, c'est pas... Ouais, alors, ok, d'accord. Donc, tu penses que, par exemple, je sais pas, tu fais Great Western Trail avec un autre thème, tu penses que ça change quelque chose? Je pense que oui. Tu penses que tu peux pas changer le thème? Je pense que si tu changes l'univers, ça va changer la façon dont je vais recevoir le jeu. Tu penses que si quand tu changes de Mombasa à Skymines, tu changes la façon dont on reçoit le jeu? Ouais. Je te dis pas spectaculairement, je la mesure pas. Alors, ok, que ça change notre perception des choses, parce qu'on passe d'un univers fictionnel à un univers réaliste, ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, est-ce que ça change le thème, les problématiques? Ah, non. Ok, d'accord, pardon. Ça change la façon dont on reçoit le jeu. Oui, ça je te l'accorde, oui. Parce qu'en fait, les univers en question, on leur attache tout un... Comment dire? Un peu comme si on attachait des mots-clés, tu vois. Enfin, je veux dire, ça déclenche, ça appuie sur des petits leviers dans des coins, sur des référentiels communs. Et c'est pour ça qu'on utilise ces univers. C'est pour utiliser aussi des référentiels communs. Bon, je sais pas. Tiens, prenons un cas que j'ai déjà fait, un Knizia. Excusez-moi, encore un jeu Scorpion, mais le jeu qui était sorti d'abord sous le thème de poison et qu'on aura fait sous le thème de Vendredi 13. Sous le thème, avec l'univers, le décor. J'ai de la difficulté à croire que ça ne change absolument rien. Mais c'est peut-être une illusion que j'ai. Je suis pas sûr de bien saisir là, tu vois. C'est un jeu de cartes avec des valeurs tout bêtes. Il y a 3 couleurs, mais bon, le fait que les cartes, on voit des chaudrons se remplir de poison, ou on voit de l'autre côté des chats noirs, ou on voit des miroirs se briser. J'ai l'intuition que ça change quelque chose, mais peut-être que je me trompe. Oui, mais est-ce que ça change notre perception En fait, c'est que je trouve ça vite dit de dire que ça ne change rien de changer de décor. Non, alors, j'ai pas dit que ça changeait rien. J'ai dit que c'est pas ça qui faisait que ce n'était pas ça qui faisait le thème, OK. Donc, le thème existe strictement à travers les mathématiques. Non, en tout cas, le thème... Enfin, si tu voulais... Imaginons partons du postulat qu'il y ait des thèmes. Est-ce que tu peux explorer, par exemple, le thème, je sais pas moi, des relations du pouvoir? Tu peux l'avoir dans plein de setups différents, en fait. C'est pas inenvisageable. D'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu prends les mêmes règlements mathématiques, ou ce que tu nous dis, c'est que le thème n'existe qu'à travers ces mathématiques, les mathématiques du jeu. Je suis pas sûre d'avoir dit ça. Ben, si tu nous dis que le changer l'univers ne changera pas le thème, prenons un jeu de données, Great Western Trail. Ce que tu nous dis... en fait, je te pose la question. Déjà, il faut trouver quel est le thème. Imaginons qu'on trouve le thème. Imaginons qu'on trouve le thème. Et si tu nous dis que tu nous transposes ça dans la gestion d'une vie familiale en appartement. Je dis n'importe quoi, là, mais on change complètement d'univers.
Mais ce que tu nous dis, c'est que le thème ne changera pas d'un iota. Si je garde exactement les mêmes règles et que là, on se déplace, on est dans un château, on se déplace de pièce en pièce à l'intérieur d'un immense château, comme on se déplace de lieu en lieu dans Great Western Trail. Donc, je ne change rien aux règles. Bah, le problème, c'est qu'on n'est pas sûr du thème de Great Western Trail, en fait. C'est un peu le problème, il est là. C'est que quel thème tu donnerais? Autant, tu vois, et c'est là que c'est un peu compliqué peut-être à expliquer, mais le thème, c'est pas exactement la question de savoir s'il y a un propos derrière le jeu. Non. Tu vois, un propos, et notamment un propos politique, c'est encore une autre chose. Finalement, c'est qu'est-ce que la structure de l'œuvre, si on considère que le jeu est une œuvre, elle tend à explorer. Et c'est hyper difficile, en fait. Il y a plein de jeux où je pense qu'on va sécher pour trouver ça. Oui. Il y en a où c'est un peu plus évident. Mais on y arrivera, mais est-ce que ou je vais te poser la question autrement, est-ce que tu es d'avis On y arrivera, que... tu penses? Je suis pas sûr qu'on y arrivera. Imaginons qu'on trouve un thème, ou prenons un autre jeu, mais qu'on arrive à trouver le thème d'un jeu. Est-ce que tu es d'avis que, peu importe sa cosmétique, peu importe son univers, le jeu gardera toujours le même thème? Et donc que son thème ne passe que strictement par ses mathématiques? Alors, j'aurais tendance à dire que le thème peut rester le même. Après, que ça passe uniquement par ses mathématiques, de fait, ça pourrait être que ça par élimination. Ben oui, parce que essentiellement, il y a deux éléments. Il y a l'univers et il y a les maths, c'est-à-dire les règles. Et mais si tu prends les thèmes les plus classiques que tu as en littérature ou en cinéma, typiquement, je sais pas moi, la jalousie, la folie, la vengeance, la soif de pouvoir, la rédemption, de toute façon, ce sont des thèmes qui sont quasi pas abordés dans les jeux. Parce que ça, je suis pas sûre que ce soit vraiment possible de les restituer de la même façon qu'on les restituerait dans les autres œuvres. Je pense que là où les thèmes qui peuvent être abordés dans les jeux, parfois, c'est soit des jeux avec beaucoup de négociations, et c'est en fait juste parce que les gens qui y jouent sont des humains et qui vont y apporter ce genre de choses. Bah, typiquement, Rising Sun, il y a quand même une grosse partie d'interaction humaine qui est alors bien cadrée par le jeu, mais il y a quand même une grosse partie qui tient aux personnes qui sont autour de la table et qui vont équilibrer aussi ça. Soit les jeux à rôle caché parce que ils abordent souvent tous à peu près le même thème, on va pas se mentir. On tourne quand même toujours au niveau des mêmes thématiques. Soit ça va être des thèmes peut-être comme le pouvoir, les forces, les relations de pouvoir s'expriment mieux mathématiquement, en fait. Mais s'expriment mieux mathématiquement, ou bien des questions économiques qui vont s'exprimer mieux mathématiquement de base. Mm-hmm. Tu vois, par exemple, typiquement, un jeu comme le Dilemme du Roi, il aborde vraiment la question du pouvoir, etc. Et je pense que c'est un vrai jeu qui a un vrai thème vraiment super fort et qui s'exprime beaucoup aussi par ses mathématiques. Et parfois, ces mathématiques étouffent le thème, d'ailleurs. Hein. Finissent par étouffer le thème. Parce qu'on pense que mathématiques et efficacité. Oui, mais là en même temps, on dit que le thème vient surtout de ces maths. Donc, c'est très confus. Hein. Il y aurait... parce que, en fait, je pense que la représentation du pouvoir, ça peut se modéliser. Donc, c'est des thèmes qui vont être naturellement recherchés. Maintenant, est-ce que c'est bien exécuté? Est-ce que c'est assez subtil et fin? J'en sais rien, tu vois. Bon. Parce que ce qu'on appelle communément le thème, mais bon, qui est plutôt l'univers, parfois quand même, il y a une pertinence, on va dire une adhérence. Tu sais, dans Agricola, t'es un fermier et la vie à la ferme au 17e siècle en Allemagne ne devait pas être de tout repos. Et donc, on se faisait chier, mais dans Agricola, tu te fais chier un peu. Hein? C'est un jeu exigeant, c'est un jeu qui est rugueux, c'est un jeu qui te récompense pas beaucoup. Et donc là, il y a une importance entre le décor et le thème, ce qui fait que quand on joue à sa suite, le Havre, qui est ça tombe un peu à plat. C'est parce que le jeu est aussi exigeant, puis mathématiquement, il est très intéressant, mais pourquoi je suis dans des bateaux? Donc, il y a une traction de la part de l'univers qui est quand même importante et qui apporte une couche de sens. C'est pour ça que, est-ce que le thème se résume aux mathématiques? Je serais pas prêt à dire ça. J'irais pas jusque-là non plus, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'univers ne fait pas le thème, quoi. Non, pas lui seul. Et que ce n'est pas la même... C'est pas tant que... C'est surtout que ce n'est pas la même chose. Non, c'est pas la même chose. Il peut y avoir une cohérence entre le thème choisi et l'univers choisi, mais ça veut pas dire... Mais ça ne suffit pas... En fait, l'univers ne suffit pas à faire un thème. Ne suffit pas à donner de la profondeur. Tout ça est très intéressant, mais j'ai peu d'opinion, donc j'enchaîne pas. J'ai une autre question. Pourquoi est-ce qu'on veut tant qu'il y ait un thème dans le jeu?
Je veux dire, est-ce que c'est important? Est-ce que même, mais la question qui va suivre, peut-il? Mais bon, gardons la première question. Je pense qu'il y a le fait que de l'usage d'un mot pour un autre, qui est un usage qui est différent dans tous les autres médias, et que du coup, c'est assez notable pour qu'on ait envie de s'interroger sur le pourquoi. Après, qu'il n'y ait pas de thème ou pas, je ne sais pas si c'est grave ou important. Je ne dis pas que pourquoi on chercherait tant, mais je pense aussi que c'est parce que on a dans l'idée que si le jeu, mais ça, c'est là où tu considères que c'est pas une œuvre d'art. Si on considère que le jeu est quelque chose de culturel, etc., on a tendance à vouloir lui reproduire des façons d'analyser et des façons de penser et des façons d'aborder les jeux comme on aborde d'autres œuvres en se questionnant sur les thèmes. Ça lui donne une forme de légitimité, en fait, parce qu'on le traite, on en parle avec le même vocabulaire qu'on parle de choses dites prestigieuses. En tout cas, qui sont communément valorisées. Communément admises comme étant des œuvres culturelles. Donc je pense qu'il y a beaucoup de ça qui fait que on est on a ce questionnement de savoir, et ça renvoie peut-être aussi à l'idée, alors qui est avec beaucoup de, là encore, une idée peut-être sûrement erronée, mais qui tient plus de l'idée tout reçue, que le jeu étant n'est pas une affaire d'adultes, mais une affaire d'enfants, et que donc c'est pour ça que c'est pas gênant qu'il n'y ait pas de thème un peu profond. Ce qu'il faut, parce qu'en fait, par exemple, il y a des tas de sujets de thèmes profonds qui intéressent tout autant les enfants en réalité que les adultes. Hein. Mais c'est cette projection qu'on a sur l'enfance qui serait, centrée sur des choses ultra légères et sans profondeur, quoi. Donc je pense qu'il y a aussi un peu ce fantasme-là de dire le jeu n'est pas devrait sortir de cette espèce de petit corner de l'enfance, quoi. Quand tu dis... parce qu'à un moment donné, tu parles d'un thème qui serait trop visible ou trop rugueux et que ça désintéresse ou ça agace les joueurs, les joueuses. Qu'est-ce que tu veux dire par un thème trop rugueux ou trop visible? Je vois mal. Quelque chose... par exemple, des thèmes comme, je sais pas moi, le deuil, la jalousie, c'est des thèmes qui sont lourds et qui donc, à partir du moment où ils sont lourds et qui peuvent te questionner aussi et être... Enfin, comment dire, voilà... je vais utiliser un terme qui est pas joli, mais challengeant pour toi, mais à titre aussi personnel, en fait. Ça te sort un peu peut-être de la fluidité du jeu, du côté du ludique, de la fluidité mécanique, où t'es plutôt axé sur l'optimisation et quelque chose qui est très, comme une construction, en fait, quelque chose qui est bien construit, tu vois, ça te sort juste de la partie, vraiment mécanique. Au sens où tout est bien assemblé, parce que tu vas plus voir que ça, ce qui est un peu tu vas plus voir que ça, tu ne seras plus dans la partie de la même manière avec le même investissement. Si tu te questionnes par rapport à ce que tu fais, si tu es en train de te dire depuis le début, tu as tout fait pour, je sais pas moi, faire des actions pour avoir le plus de points de victoire et tout, et qu'à un moment tu t'aperçois qu'en fait en faisant ça, tu vas conduire à la mort de je sais pas combien de personnes, et puis t'as le choix à la fin entre gagner quand même et te suicider parce que t'es une ordure, je sais pas trop si du coup ça va te briser dans ta mécanique de jeu, en fait. Est-ce que t'as vraiment envie de continuer à explorer cette mécanique-là? Et donc, on en revient au fait que l'univers, parce que tu me dis tuer des tas de gens pour gagner, mais c'est l'univers parce que c'est juste une donnée mathématique. Donc, l'univers... non, c'est pas l'univers, ça. Non, c'est pas l'univers, ça. Non, c'est pas l'univers. L'univers, ce serait de savoir oui, parce que je pourrais éliminer des poussières, je fais le ménage ici, puis donc mathématiquement, ces unités-là que j'élimine dans un jeu... Mais non, ça c'est le thème. C'est pas, là, on parle vraiment de la mort, en fait, de la mort, de l'exploitation. L'exploitation, par définition, c'est sur des humains. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que mathématiquement, tu lui as donné, t'as fait l'unité, le 1, dans ce cas, ça change le thème. Non, là, si tu fais ça, tu changes le thème. Donc, l'univers change le thème. Non, c'est pas l'univers. Je suis pas d'accord avec toi. C'est bien changer le thème. Là, t'as changé le thème. Non, tu changes le thème dans ce cas-là. Oui, mais Brenda Romero, son jeu, c'est elle qui a fait le jeu Train. Oui. Donc, si on transporte à la place des cailloux qu'on va déposer, ça change le thème. Et donc, le thème ne repose pas sur les mathématiques seulement, il repose sur l'univers dans lequel on se trouve. Mais non, oui, mais non, parce qu'il n'y a plus de thème, en fait, si tu fais ça. Et donc, l'univers est important pour l'existence du thème. Mais c'est pas l'univers. Je veux dire, tu peux pas dire... c'est l'univers, c'est le décor. Non, c'est là où je suis pas d'accord avec toi. C'est pas l'univers, c'est pas le décor, c'est bien le thème, ça. C'est là où je suis pas d'accord avec toi. Non, c'est pas, là, c'est pas, je suis pas d'accord, c'est pas du tout l'univers. Oui. Non, le thème, c'est la question de savoir est-ce que tu peux
continue d'accepter de faire des actions parce que la règle te le demande. Si tes actions, elles sont immorales, quoi. Enfin, Mais on en revient à ma question un peu initiale. Donc, l'univers est important parce que il n'y a pas juste les maths, il y a l'univers. C'est pas l'univers, en fait. C'est là, il y a pas, c'est pas une question d'univers. Elle va le matérialiser avec comment dire, les camps de concentration, parce que c'est peut-être le plus parlant et que son objectif, c'est aussi que ce soit très violent comme expérience. Et oui, qu'on mais ait prends le même jeu, puis à la place, fait qu'on va déplacer des cailloux dans des wagons. C'est le même Mais si c'est ça, jeu. il n'y a pas de jeu. En fait, mais non, parce que le thème, c'est bien le fait de sacrifier des humains. C'est pas un univers, ça, le fait de sacrifier des humains. Mais non, mais là, soit on se comprend pas ou on a une différence vraiment profonde parce que. Non, je crois qu'on se comprend pas, mais c'est pas l'univers. En fait, pour moi, c'est pas l'univers. Mais oui, c'est l'univers parce que mathématiquement, je pourrais exprimer le même truc puis faire autre. Bah, c'est pas le même thème. Non, parce que c'est pas le même thème. Et donc, le thème et l'univers sont liés au final. Bah non. Ben oui. Mais non, c'est juste... Enfin non, pas du tout. Ben, on va dire non et oui pendant la prochaine demi-heure. Oui, on peut faire ça, mais l'univers, c'est pas ça. Enfin, moi, je le comprends pas comme ça, l'univers. OK. Moi, je le comprends comme ça. Voilà, c'est insoluble comme discussion, monsieur. L'univers, c'est comme si tu me disais, on peut le transformer, au lieu de mettre, je sais pas, moi, la Seconde Guerre mondiale, tu mets, je sais pas, moi, ça se passe dans une autre réalité historique, avec un autre type de génocide. Et ça, c'est l'univers. Maintenant, le thème, il reste le même. Mais non, moi, je te dis, tu peux le transporter, tu peux juste voir les chiffres qui se déplacent et mettre absolument n'importe quoi et pas juste déplacer dans un autre lieu géographique ou à une autre époque. Tu peux mettre d'autres types d'objets, tu peux mettre d'autres... Mais dans ce cas-là, tu vides toute le questionnement moral sur ce que tu es en train de faire et c'est ça le thème du jeu. Et tu le vides de sens en faisant ça. Donc le thème, il disparaît. Et donc l'univers... Tu gardes ta même mécanique, mais une même mécanique, tu peux l'appliquer à plusieurs thématiques différentes. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est pas la mécanique, elle conditionne pas la thématique. Tu peux effectivement utiliser, je pense qu'une même mécanique, elle peut être utilisée pour plein de thématiques différentes. La thématique, si c'est pas la mort d'être humain, en fait, enfin, si c'est pas le fait de conduire des gens à la mort parce que la règle te l'a demandé et que t'obéis à la règle, tout le thème du jeu, il est là, sur le questionnement moral et son rapport à la règle et à l'obéissance. Si tu transportes des cailloux, t'as aucun questionnement moral, donc le thème, il disparaît de lui-même. Mais ça reste le même jeu. Imaginons, à la fin, tu peux gagner tout. Ça reste le même jeu. Alors, je dis pas le contraire. Mais le fait de le placer avec des humains, mais les humains, c'est pas un élément d'univers en soi. C'est pas ça, un univers. C'est pas le parc à thème. Ben, on n'a vraiment pas la même définition de ce que représente l'univers d'un jeu. Non, je pense probablement, oui. Oui, probablement. Voilà, let's agree to disagree. Maudit que j'haïs cette phrase-là de marde. C'est les gens qui veulent jamais s'obstiner, qui la sortent, puis qui veulent pas confronter leurs idées. Bon, voilà. Sinon, je voulais te remercier pour ce passage où tu nous dis que dans le jeu de société, soit il n'y a pas de personnage, ou soit il y a un personnage, mais qui, dans le fond, qui est notre avatar, et donc qui fait toujours ce que je veux, et donc, il n'y a pas de distance. Alors que quand je lis un roman de Dostoïevski, je suis en tabarnak après les personnages parce qu'ils font toutes des conneries. Et on a beaucoup plus une exploration là, effectivement, une distance et on s'attache aux personnages parce qu'on est pogné avec eux, on est pris avec eux, mais en même temps, ils font des trucs qu'on ferait pas nous-mêmes. Ouais. Et ça, dans le jeu de société, ben ça, tu l'as bien dit, soit on est désincarné, ou soit on est incarné dans un avatar, mais qui fait très exactement ce que je veux. Qui est nous-mêmes, en réalité, contrairement à ce qu'on... Oui. Enfin, et en plus, ce qui est fou, c'est que dans la littérature, je pense que c'est très fort dans la littérature, c'est que tu peux avoir et l'effet d'avoir de la distance avec le personnage et te dire, mais qu'est-ce qu'il fait, quel con, enfin, et le maudire et tout. Et en même temps, tu peux avoir le phénomène qui est complètement inverse, c'est-à-dire qui est fou, c'est le phénomène d'identification. Oui. Qui est hyper fort en littérature. Ben oui, dans les arts narratifs. Mais ça peut être dans le cinéma et tout. Mais qui marche absolument pas dans le jeu. Puisque c'est de toute façon de toi dont on parle. C'est toujours toi. Enfin, c'est toi d'une certaine manière. Donc. Et en même temps, tu as parlé à un moment donné, tu parles de friction entre la volonté de la joueuse et le système. Et je sais pas pourquoi cette phrase-là, soit elle est poétique, mais en tout cas, elle me parle beaucoup parce qu'il me semble qu'il y a quelque chose à explorer
à quel point, puis même ça rappelle la chronique que je viens de faire, je veux dire, à quel point tu es libre ou pas dans un jeu, puis à quel point il y a de la friction entre ce que tu voudrais faire et ce que le jeu te permet de faire. Il y a quand même quelque chose à explorer, mais cette fois-ci, je me mesure pas à une autre humanité, mais je me mesure à un système. Et il y a des jeux qui te semblent beaucoup plus contraignants que d'autres, hein, qui a plus de friction. Et ça, vraiment, je trouve que c'était une belle pensée. Bravo. Oui, une belle constatation. Juste avant, oh là, il était d'accord avec moi, c'est mignon. Non, mais c'est pour ceux qui disent qu'on est toujours d'accord. Non, mais merde. Non, mais je sais, c'est de la provoque. Mais non, c'est juste que t'as tort, mais c'est pas grave, ça t'arrive. Non, ça ne m'arrive jamais. Je sais. J'ai jamais tort. Je constate aussi, peut-être pour finir, que oui. Quand tu parles des thèmes, quand tu les énumères, tu nous parles essentiellement d'émotions. Et effectivement, pour souligner que le jeu de société, il n'est pas doué. Hein? On lui demanderait peut-être l'impossible si on voulait qu'il y ait des thèmes reliés aux émotions, mais il y a beaucoup de thèmes qui n'en sont pas nécessairement. Tu as nommé justement les relations de pouvoir ou des systèmes économiques, je veux dire, de l'injustice créée par des systèmes. Mais ça aussi, ce sont des thèmes que le jeu peut exploiter. Sauf que, mais c'est ça, peut-être que pour toi, là, c'est dans ta subjectivité, les thèmes que tu préfères vont surtout concerner les émotions humaines, alors qu'il y a tout plein d'autres. C'est surtout que c'est ceux qui me semblent... Oui, il y a plein de thèmes, c'est beaucoup plus varié, mais c'est que je trouve que ceux qui sont contrés aux émotions humaines, et c'est pas anodin, c'est quand même aussi... Parce que, par exemple, tu vois, si on parle du pouvoir, la représentation du pouvoir, il va y avoir peut-être on peut avoir des choses qu'on peut retrouver dans des jeux et qu'on disait qui sont plus mathématisables et tout. Mais tu peux avoir, je sais pas, si tu prends Macbeth, on va rester dans les exemples shakespeariens, ça parle du pouvoir, sauf que ça parle du pouvoir d'un autre aspect, en fait, qui lui serait très difficile, qui serait, je pense pas, là aussi, pas forcément plus facile à restituer. Je pense que c'est plus sur tous les thèmes qui vont avoir trait à l'intériorité humaine et ce qu'on appelle souvent communément les passions. En fait, pas au sens de la passion, enfin de ce qu'on adore, mais tu vois vraiment de ce qu'on a quand on dit les passions, c'est-à-dire ces sentiments et ces choses qui peuvent être un peu irrationnelles. Or, en fait, je trouve que l'irrationnel ou l'irraisonnable, ça se marie mal avec le jeu, puisque le jeu est quelque chose qui est fait pour être optimisé de façon générale. Mais je sais pas, on prend, j'allais dire Prout, parce qu'on est quelques-uns en littérature à parler de Marcel Prout, et dont un des thèmes importants, c'est le passage du temps, on sera d'accord? Ouais. Et il me semble que le jeu de société, même les jeux de gestion, dans les sentiments d'urgence qu'il va créer vers les fins de partie, ou même dans les jeux de civilisation, je suis peut-être en train de préparer une chronique sur le thème du passage du temps, il arrive bien à l'explorer, ou l'urgence, hein, de l'urgence de vivre, l'urgence d'agir. C'est vrai. Le jeu de société y arrive. C'est vrai que c'est peut-être là-dessus, je suis d'accord que effectivement c'est peut-être un thème qui est relativement bien restitué, enfin en tout cas qu'on peut ressentir effectivement. C'est peut-être un des thèmes qui est peut-être le mieux restitué. Alors après, est-ce qu'on l'aborde parce que c'est aussi quelque chose qu'on peut constater en dehors de l'humain, le passage du temps, l'évolution, qui est moins intériorisé, qui a pas besoin qui n'est pas que du domaine de l'intériorité, quoi. Parce que c'est quelque chose de très intérieur aussi, le passage du temps, là. Ça peut l'être aussi, mais je pense que dans les jeux où on le voit, c'est moins axé sur la partie intériorité que sur, je sais pas moi, par exemple le fait que les choses j'allais dire des phrases un peu bêtes, mais genre que tu vois les choses se fanent, que les choses se tarissent. Etc., qui est quelque chose qu'on peut aussi constater dans la nature, en fait, en dehors même de qu'est-ce que ça nous renvoie à notre propre mortalité, le passage du temps, parce que c'est ça aussi, hein. Oui, mais en même temps, je pense que on l'aborde moins dans les jeux de société, c'est moins abordé sur l'intériorité et notre relation à la mort, etc., que sur les dégradations que ça peut causer et les évolutions, en fait. C'est pas l'acceptation la même façon, des évolutions. Mais il y a vraiment l'idée de sentiment d'urgence qui est très fréquent
dans la fiction. Là-dessus, je suis d'accord que sur le passage du temps, tu vois, je dis pas que le jeu de société est propre à le faire. Je dis juste que c'est pas, manifestement, c'est quand même un média qui est moins habitué à le faire, que y a pas une volonté immense des acteurs et actrices du monde ludique pour changer la tendance. La question, c'est le pourquoi. Voilà, j'essaie de donner des pistes de réflexion. J'ai pas dit que c'était jamais le cas, hein. C'est pas ce que je dis, hein, je pense, hein. Non, mais peut-être parce que tu mettais l'accent beaucoup sur Je change pas mes propos. Les émotions, mais si on cherche des thèmes qui ne sont pas que la jalousie ou ce genre de choses, on trouverait plusieurs thèmes qui sont fouillés. Oui, sûrement. Voilà, mais c'est vrai qu'après, je trouve que quand même sur la plupart des thèmes qui ont trait aux passions humaines, c'est quand même assez mince, quoi. Oui. Les exemples sont assez minces. Ouf! Je suis épuisé, là. Ah non, n'exagère pas. Oui, non, moi je suis toujours fatiguée après les enregistrements de Pelleter des nuages de toute façon. Merci beaucoup pour toutes ces réflexions qui vont nous... Je trouve que ça fait 2 fois de suite que tu essayes un peu de t'obstiner, c'est ça? Je fais ça, moi? Tu t'obstines un peu, ouais, tu fais ça, je trouve. Mais dans la vie, je suis quelqu'un qui aime bien... je sais. Qui aime bien la joute. Je confirme aux auditeurs et auditrices, dans la vraie vie, Christian Lemay est un emmerdeur fini. Et puis quand il a décidé qu'on allait parler d'un sujet, on ne peut pas lui dire j'en ai marre, je ne veux plus parler. Il continue. Non, c'est vrai, je sais que t'aimes bien t'obstiner, toi. Oui. Tu n'appliques pas le précepte de Damabel Hollande qui dit qu'à un moment, ça sert à rien de débattre. Alors, je l'applique de plus en plus. Mais vraiment de plus en plus. Sauf que là, ici, on est quand même dans un espace propice. C'est fait pour. Oui. C'est fait pour. Merci beaucoup à tous et à toutes. Eh ben, merci. Et puis, c'était le dernier Pelleter des nuages, presque. De la saison. Ça se pourrait qu'on ait une surprise. Oui, on en aura une surprise. Mais plus cool. Plus consensuel. Oui, plus influence style, quoi. On se transforme en influenceur et en influenceuse. Bah toi, non, mais attention, hein, moi j'attends ça, hein, que tu montes ta chaîne YouTube et tout. Je sais que t'adores. Non, mais... le top. J'aime les jeux de société. Tu veux faire des tops? C'est pour ça que tu peux pas faire ça. Faire des tops. Eh ben, on se redit, on se parlera le mois prochain. Mais en fait, il y a plein d'autres moments où on va se reparler. Et sinon, on reprend la saison prochaine. Oui, j'ai déjà 2 chroniques de prêtes. Oh, putain. Mon Dieu. Sauvez-moi cette personne qui me met un stress monumental. Bon. Allez, du coup, je te dis presque bonnes vacances. Presque bonnes vacances, c'est parfait. Presque bonnes vacances. Salut. Ciao tout le monde. Cette émission, enregistrée à distance le 22 mai 2026, est produite par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepolgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara. Et surtout, venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.